Je passe la parole à Petar Bojanic. Merci Emmanuel et merci Barbara. Je suis particulièrement heureux d'assister à cette table ronde dans les lieux mêmes où j'ai commencé ma thèse sur le regard infiniment généreux de Jacques Derrida. C'est encore une fois grâce à Maurizio Ferraris, je le remercie à nouveau chaleureusement, que certains d'entre vous ont discuté il y a de cela 2 mois à Turin à une semblable table ronde consacrée à Jacques Derrida. Avant que je n'explique ce titre contre-institution et ce sous-titre discipline, déconstruction, judéité, etc., dont le sous-titre se trouve 3 formes ou 3 figures, 3 modèles de l'institution. Le 14 juillet 1992, quand il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Derrida dit dans son discours de réception, je cite, « Je crois que j'aurais passé ma vie, notamment dans ce qu'elle eut en somme d'académique, et qui ne fut heureusement pas tout, à m'expliquer avec les lois et les ruses de cette ironie institutionnelle. » Et puis là, loin, je cite, « qu'il s'agisse d'écriture ou de pensée, d'enseignement ou de recherche, de vie publique ou de vie privée, si je n'ai jamais rien eu contre l'institution, j'ai toujours aimé la contre-institution, qu'elle fût d'État ou précisément à ou contre-étatique. » Avant que je n'explique ce titre et ce sous-titre, je mentionnerai peut-être que je ne suis pas sûr que cette école ait quoi que ce soit à voir avec ce que Jacques Derrida nomme une contre-institution. Je me souviens d'ailleurs que Jacques Derrida occupait seul un très petit bureau au 7e étage, qui n'avait ni assistant ni secrétaire, que sur la porte du bureau, quelqu'un avait écrit « sophiste » à côté de son nom, et que lui ne l'avait pas effacé pendant au moins 2 ans, et que des années après, c'est lui qui allait à ce séminaire s'en souvient bien, ce qui l'agaçait au plus haut point était la circulation du cahier sur laquelle nous devions tout signer et attester notre présence. Il n'arrivait pas à croire que le cahier ne circule pas le chemin le plus court dans la salle, de main en main, de manière disciplinée. Chaque fois, après 20-25 minutes, il interrompait le séminaire et réagissait très agacement et étonnement après avoir constaté que beaucoup d'entre nous n'avaient pas signé. Les figures qui se situent dans le sous-titre de mon intervention, bien que Derrida les ait toujours distinguées avec soin et employées avec précaution, sont dans un rapport complexe et paradoxal de synonymie. Quand Derrida dit, par exemple, que la déconstruction est la justice, ou que la justice est indéconstructible, alors la justice se rattache avant tout au dire juste. C'est la discipline dans tous ses sens du terme. Je ne sais pas, c'est dans une conversation avec Rötzel, dit 87, Derrida dit explicitement Ich bin für Disziplin. C'est la discipline dans tous les sens du terme. Il y a peu de textes sur la discipline comme telle. Pourtant, Derrida affirme souvent que ce qu'il fait est très discipliné. C'est pourquoi rien n'est flottant ou improvisé dans cette citation comme dans les interprétations de Derrida. Ainsi, par exemple, lorsqu'il parle de la norme et de la normativité, comme il fait dans 2 textes tardifs, la norme est sans suspense et la norme doit manquer, Derrida insiste sur ce qui précède la norme, le droit, la loi, ou si vous préférez, sur l'orientation sans boussole, et je cite, l'orientation sans boussole et avant institution. Très tôt, Derrida a parlé de l'activité et d'une pratique déconstructrice, d'une autodéconstruction. Dans sa première interview au Monde du 31 janvier 1982, il dit que la déconstruction, je cite, « ne va jamais sans amour ». Il utilise à plusieurs reprises le mot déconstruction
un mot de passe pour gagner de temps, pour être mieux compris et pour aller vite, je cite, pour aller vite. Souvent, il définit la lecture déconstructrice comme différente et opposée au contexte, mais aussi simultanément comme urgente et nécessaire. Et constamment, d'interview en interview, il appelle à la prudence et à la vigilance. Si j'avais classé quelques stipulations de Derrida, tout en conservant les hésitations et réserves, je commencerai par la gestion négative. Qu'est-ce que la déconstruction n'est pas? Ce n'est pas un projet, un système, un livre, une critique, une méthode, une position, une politique, une technique, une analyse, un acte ou un geste. Ce n'est pas une opération, ce n'est pas un questionnement. Ça ne peut être pas interprété, ça ne peut être pas classé. Ce n'est pas un thème de discours, ça ne peut pas être critiqué et finalement la déconstruction ne peut pas être déconstruite. Je suggère, sans grand préambule ni ouverture, que la déconstruction soit mise à la place de l'hésitation et de l'ouverture comme un préambule à toute méthode. Il me semble que le futur de la déconstruction et sa force peuvent être reconnus non pas comme une sorte de parasite sur toute méthode ou l'institution, ni comme une part irréprésentable de ce qui est toujours répétable, un moment personnel, par exemple celui de Derrida, le mien ou bien le vôtre, mais comme un rythme de toute méthode, comme un processus d'approche de quelque chose, comme une force d'institutionnalisation de toute institution, comme le sur, avant et contre de toute méthode ou institution. Qu'est-ce qui est contre toute institution? Qu'est-ce qui est contre l'institution comme telle? Ou qu'est-ce qui s'oppose à l'institution tout en la soutenant, la mettant en œuvre? Qu'est-ce qui la tient en même temps qu'il gît sous elle? Quelle sorte d'institution est légitimée par sa résistance à toute institution, à soi-même, à sa propre institution? En d'autres termes, est-il possible, mis à part la description d'une contre-institution idéale, de différencier clairement et de classer les quelques activités ou actes qui construisent, stabilisent, mais aussi déstabilisent en même temps? Dans un de ses derniers textes, le modèle philosophique d'une contre-institution, Derrida donne 7 caractères de base de la contre-institution, gardant inébranlablement en tête l'idée du collège et de Cérisy. Je cite l'expérience contre-institutionnelle de Cérisy. La contre-institution est d'origine non gouvernementale. Elle n'a pas pour objet la guerre ou la résistance à une quelconque autre institution. La philosophie, quoique omniprésente, ne domine pas les autres disciplines. Contre-institution est internationale. Elle ne confère aucun titre honorifique, ni académique, ni professionnel. Elle crée l'espace pour l'expertise et l'expérimentation. Enfin, nous ne savons jamais ce que nous attend dans l'espace contre-institutionnel parce qu'il contient, lui, l'espace pré-institutionnel, l'espace préalable à la norme, ce qui est incalculable, le terme étant répété plusieurs fois dans ce texte. Permettez-moi de citer maintenant une conférence de 1919 de Franz Rosenzweig que Derrida réinterprète constamment. Je cite: Nous ne pouvons pas souhaiter rester plus longtemps un peuple nu. Nous regardons en arrière, mais pas d'une manière que nous conduirait à sacrifier notre vie vivante devant l'image de l'institution sainte qui détruit la vie. Non, l'institution peut seulement être une maison, house. Nous devons savoir à réaliser que nous sommes plus qu'une institution, un peuple juif vivant. Même si je ressens une forte résistance et un grand inconfort en formulant cela, bien que je parle aujourd'hui de la résistance à l'institution en tant que telle, à l'institution sainte,
heilige Institution, autant qu'à la résistance, à l'appartenance, au fait d'être partie prenante de quelque chose, à la phrase peuple juif, jüdische Menschen, tout en essayant de défendre la maison, house, comme une contre-institution, comme quelque chose de plus ou moins qu'une institution. Je dirais quelque chose de très important sur l'appartenance derridienne et pas seulement la sienne. Derrida souligne qu'il suit la formule de Gide, André Gide, « Je ne suis pas de la famille ». Je cite, « Je ne suis pas de la famille » signifie « Ne me considérez pas comme l'un de vôtres, ne me comptez pas parmi vous. Je veux conserver ma liberté toujours. » C'est, pour moi, la condition non seulement pour être singulier et autre, mais aussi pour entrer en relation avec la singularité et l'altérité des autres. Lorsque quelqu'un est un membre de la famille, non seulement il se perd lui-même dans la horde, mais il perd également les autres. Les autres deviennent de simples places, des fonctions familiales dans la totalité organique que constitue un groupe, une école, une nation ou une communauté de sujets parlant la même langue. Fin de citation. Cependant, Derrida poursuit. La seconde dimension est que le fait que je ne veuille pas faire partie de la famille est supposé par le fait que je veux être un membre de la famille. Je suis quelqu'un qui n'a jamais quitté l'université. Je démontrerai plus particulièrement comment pouvons-nous différencier parmi les institutions saintes et étatiques les contre-institutions, la maison, et pourquoi l'appartenance à un peuple, à n'importe quel peuple. Parce qu'il me semble que les autres aussi, pas seulement les Juifs, aujourd'hui plus que jamais, exigent l'institutionnalisation et la protection de la vie. Je voudrais vous raconter une anecdote que je suis sûr certains d'entre vous ont déjà eu l'opportunité d'entendre de Marguerite Derrida, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui. Marguerite visita Alger avec Jacques pour la première fois à la fin des années 50. C'est à cette époque qu'elle vit pour la première fois la maison où était né Jacques Derrida et qu'elle rencontra sa mère et son père Aimé Derrida. Elle raconte, je cite, « En 1957, nous allons ensemble à Alger pour la première fois après Harvard. Derrida accomplit ses obligations militaires sous forme de service civil et Jacques me présente à sa famille. C'est Yom Kippour et le rabbin vient à la maison. On offre un coq blanc aux membres masculins de la famille et les femmes reçoivent une poule blanche. Aimé, ou Chaim, Derrida me présente au rabbin et dit « Voici Edith ». Je garde le silence, conformément à l'usage. Après la cérémonie, dans le jardin, pendant qu'on prépare le dîner, je demande Aimé s'il sait que je ne suis pas juif. Et Aimé a dit, bien sûr que je sais, mais si je décide que tu es Edith, alors tu es Edith. Il semble qu'une telle maison dans laquelle Aimé Derrida et Marguerite Derrida se sont rencontrés, dans laquelle l'homme baptise et rebaptise la femme, rejoint tout à fait l'idée de la maison comme institution que Rosenzweig avança 40 ans auparavant. Dans une lettre à Gertrude Oppenheim du 2 août 1917, Rosenzweig parle de la différence sexuelle, insistant sur le fait que la femme possède par nature un certain aspect non libre, que n'est pas l'homme, sa passivité. Il serait certainement impossible d'ignorer aujourd'hui les exigences posées par Rosenzweig dans cette lettre. Vous trouvez répétée par Lévinas dans Totalité et Infinie. Je cite, « Dans la maison, tous doivent être éduqués, mais pour la maison, seulement les femmes. » Ou Rosenzweig citant Milton. Je cite Milton, « He for God only, she for God in him. »
Reste que ce qui est d'une bien plus grande importance pour nous, étant donné que la maison devient le modèle d'une institution et contre-institution nouvelle, est complètement ouverte et que la maison peut être partout, que la vie d'un petit groupe peut persévérer à côté de coutumes sacrées, qu'il n'y a pas de guerre ou d'opposition violente entre la maison comme contre-institution et les institutions saintes, parce que ces dernières, dit Rosenzweig, détruisent la vie. En baptisant à tort et intentionnellement Marguerite Edith, Aimé Derrida prévient le conflit et paradoxalement assure l'ouverture future de l'institution. Je voudrais maintenant citer un bref fragment, la portion d'une conversation entre Derrida, l'architecte Peter Eisenman et l'architecte Jeff Kipnis qui s'est tenue l'après-midi 17 septembre 1985 à New York. Ce passage nous amène à thématiser la relation de la déconstruction et de l'institution ou de la contre-institution. Derrida, Eisenman et quelques autres architectes s'étaient réunis ce jour-là pour construire ou projeter quelque chose sans nom ni lieu. Au cours de l'après-midi, Derrida expose en détail ce qu'est la Cora chez Platon, sur la base de quoi ils parviennent tous ensemble à la formulation suivante. Je cite, « La Cora est l'espacement qui est la condition pour que chaque chose puisse avoir lieu, pour que chaque chose puisse être inscrite. » Cette construction est intéressante dans le contexte de la recherche du lieu ou du non-lieu, du mot ou de l'attribut juif. Ensuite, la discussion reprend un sujet du fait d'être juif quant à la question du déplacement. Je cite Derrida, je suppose que ça n'a rien à voir avec mon éducation. Je veux dire, bien sûr, je suis juif de naissance, mais mes racines juives et mon histoire juive sont très pauvres et je suis très surpris que mes lecteurs aient isolé ces traditions. Eisenman, il en va de même pour moi. Je n'ai absolument aucune expérience religieuse juive, mais je pense que je sens dans votre œuvre une manière de penser hébraïque innée. Kipnis, la monnaie du doute, qui est le médium de l'échange de vos économies respectives, est une monnaie hébraïque. Et Derrida répond, il y a quelque chose de spécifique dans la tradition hébraïque qui renvoie à l'architecture. Eisenman, à la fin, c'est le temple. Dans un essai très intéressant intitulé « Le texte, ma patrie », George Steiner parle du fait que le temple aurait pu être une transgression contre la pensée hébraïque. Si j'avais à définir la nature des contributions respectives de Derrida et d'Eisenman au projet Cora L-Works, ce serait certainement en opposition à la pensée hébraïque, puisqu'ils travaillent toutes deux sur la figuration de l'idée de Cora et qu'ils souhaitent toutes deux construire ou faire ce que Platon était à peine capable de nommer. Néanmoins, plus intéressant et plus amusant encore est le badinage entre Derrida et Eisenman où chacun dégage l'importance de la pensée hébraïque de l'autre. Je cite, « Mais je pense que je sens dans votre œuvre une manière de penser hébraïque innée. » Ou je cite, « Il y a quelque chose de spécifique dans la tradition hébraïque qui renvoie à l'architecture. » Tandis que chacun rejette pour son compte toute dette à l'égard de la tradition hébraïque ou toute dette à l'égard de l'appartenance à la communauté juive. Dans une conversation avec Ferraris, Derrida affirme, je cite, « J'ai eu un rapport très négatif à la communauté juive avec ce geste obscur qui s'est formé à ce moment-là et qui est resté, je crois, permanent chez moi, qui consiste sur le fond de ce traumatisme-là, non seulement à cultiver une espèce de non-appartenance à la culture française et à la France en général, mais aussi un rejet, en quelque sorte, de l'appartenance juive. Je ne suis membre ni de ceci, ni de cela, ni de cet antisémitisme, ni de ces victimes. Je n'ai jamais été membre d'un groupe d'étudiants juifs.
Permettez-moi seulement maintenant, pendant que nous commençons à discerner l'inséparabilité de l'institution d'architecture et de la déconstruction, de vous offrir une brève explication de l'affirmation plutôt audacieuse. Quoi que puisse être le juif ou la différence juive, l'attribut, l'élément, la trace, le moment ou quelque chose juif, il est certainement engagé ou en jeu précisément quand il est en train d'être construit. C'est le moment où la maison dont parle Franz Rosenzweig est en train de se construire, ou lorsque la contre-institution dont parle Derrida est en train de s'institutionnaliser. Cette institution n'est vraiment pas une institution, bien qu'elle ait les caractères d'une institution. Protéger la vie et être adapté à la vie d'individus divers, contenir un peuple travaillant et expérimentant ensemble sans exclure ceux qui ne sont pas présents à ce moment-là, c'est-à-dire être ouvert. Être de l'autre côté de la sainteté, de la religion ou de l'État, se tenir debout devant le danger toujours présent de la dissolution. La menace de la destruction est certainement une condition importante de la possibilité de l'institutionnel. Et il me semble que cette institution, qui n'est pas vraiment une institution, pourrait aussi figurer le juif ou la différence juive, ou du moins ne pourrait pas en être aisément distinguée. Pour être exact, la manière de construire un espace commun entre Rosenzweig, Derrida et par exemple Eisenman pourrait affirmer l'existence de ce que Derrida, ni même Rosenzweig à sa manière toute particulière, ne pourrait contredire ou répudier et qui pourrait subséquemment être nommé juif. Bien sûr, nous n'avons pas là seulement affaire à une sorte d'ontologie sociale de la part de nos auteurs ou à leur théorie de l'action institutionnelle, mais aussi à leur vie et à leur travail collectif. Nous avons affaire à l'acte toujours personnel de création. Merci.